C'est un énorme plaisir de commencer, d'inaugurer cette série de mille identités de cette année. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est une petite partie d'un livre que j'écris sur les formes rituelles de la littérature à l'époque de Virgile. Une partie de ce livre vise à montrer comment le calendrier rituel de Rome structurait une grande partie de la poésie latine. Naturellement, nous pensons à de telles structures en lisant le Faste d'Ovide, un poème évidemment calendaire, mais je démontre que ces structures étaient beaucoup plus omniprésentes qu'on n'ait jamais soupçonné. Aujourd'hui, j'aborderai la guerre d'Horace contre le canicule, la saison la plus chaude de l'année, ainsi nommée parce qu'elle correspond au lever du Canis, l'étoile du chien, Sirius, dans l'Antiquité, autour de ce que nous appellerions le 17 juillet, fin de juillet, début d'août. Pour ce faire, nous lirons attentivement ces poèmes, ces courts et modestes poèmes finaux du premier livre des Odes d'Horace. Nous l'utiliserons ensuite comme un moyen d'ouvrir des nouvelles interprétations de l'œuvre d'Horace, ainsi qu'exposer une partie de ce que moi j'appelle dans mon livre les fastes d'Horace, c'est-à-dire le calendrier derrière les poèmes d'Horace. Parce que l'approche d'Horace à Sirius, à ce chien en ciel, est fondamentalement conditionnée par son engagement avec les archives de la littérature classique. C'est par ces archives que nous commençons, et ce, dès le début. Dans l'Iliade, vous voyez, Priam, roi de Troie, voit Achille sur le point de tuer le prince Hector comme Sirius. Nous ne pouvons pas dire ici quelle part de cette comparaison est l'avis du poète, quelle part une focalisation du point de vue interne de Priam, et cela la rend d'autant plus frappante et pathétique. En tout cas, il y a un symbolisme plus large. Comme les plantes en plein été, la vie d'Hector, pourrions-nous dire, s'épanouit de façon extraordinaire, mais seulement pendant un bref moment. En cela, la vie brève et la mort glorieuse d'Hector rassemblent à ce qu'Achille choisit pour lui-même, dont le jeu de mots est marqué pour la première fois par Gregory Nage. Achille choisit Cléos Aphthiton, la gloire éternelle, son Thion, son la mort, plutôt que de retourner dans sa patrie, nommée de manière révélatrice Phthia, les lieux de flétrissement, les lieux de la mort, étymologiquement. Ici, dans l'Iliade, un homme mort, un autre s'épanouit sous l'étoile du Sirius. Hésiode limite davantage les victimes de Sirius et ses bénéficiaires. Les femmes sont alors, sous Sirius, en fin d'été, les plus libertines, mais cela ne sert à rien aux hommes. Très affaiblis qu'ils sont dans leur tête et leurs genoux par la chaleur brûlante et de l'étoile du chien. Alcée, quelques siècles plus tard, est d'accord. L'artichaut est en fleurs. Les femmes sont maintenant les plus pestilentielles, mais les hommes sont faibles, car Sirius, le chien, leur dessèche la tête et le genou. Bien, c'est bon donc pour la libido des femmes, mauvais pour celle des hommes. Lucrèce, pardon, donc ça c'est une petite image. Donc Lucrèce ne fait pas de telles distinctions. Pour la fin de son De Rerum Natura, c'est la partie la plus chaude de l'été, c'est-à-dire la canicule, qui inaugure la grande peste d'Athènes. Lorsque le 12e chant des Géorgiques de Virgile adapte la peste de Lucrèce, il en fait une sorte d'affliction cosmique, également sur le regard ardent du Sirius. Cette affliction amène ce livre à une fin horrible et brûlante, une sorte de parallèle avec la fin du premier livre, avec les guerres civiles, et aussi en relation avec le fin du 4e chant de Géorgique, où il y a Arestée qui perd tous ses abeilles, et c'est cela même Arestée, en fait, qui découvre dans d'autres traditions mythographiques la solution à la canicule, comment on peut adoucir la puissance chaleureuse de l'été, mais je ne vais pas parler de ça juste là tout de suite, on va passer, donc je passe. Mais on peut dire au moins que ce grand cercle est bouclé dans la tradition épique classique lorsque le De Raptu Proserpine, que j'étudie avec les étudiants master l'année dernière, mais dans ces poèmes écrits à la fin du 4e, début du 5e siècle après Jésus-Christ, se termine par la déesse Céres qui se transforme en une force furieuse de mort et de destruction ardente alors qu'elle poursuit son chemin. Les poèmes se terminent par l'observation que certains chiens sont silencieux et d'autres pas encore terrifiés aboient. Ces poèmes qui commencent en hiver, les De Raptu Proserpinae, pourrait on dire fini sous le regard du Sirius. Donc c'est une sorte de boucle entre Homère et la fin de l'Antiquité. Horace, né en décembre, fait des pouvoirs chauffants de canicule dans la littérature sa némésis, ou bien l'intimus de la poésie qu'il a écrit
avons les odes, les satires hexamétriques et les épodes polymétriques. Nomen omen, les noms et le destin. Et Horace décrit Canidia, cette némésis, cette intimuse, en termes empruntés à Sirius. Le Canidia, le chien. Canidia provoque dans ses poèmes l'impuissance d'Horatius Flaccus. Ici, encore une fois, le nom Flaccus est un sort du destin, parce que Flaccus devient flasque, il est infertile, il est impuissant. Et dans le dernier poème de ces épodes, les poèmes qui précèdent immédiatement en termes de publication, le premier des Odes, on va voir, Horace est dépeint comme un jeune garçon torturé par Canidia, cette femme, cette sorcière, et ses compagnons sorcières, avec le fou. C'est avec ces malédictions et ces implications contre lesquelles Horace lié se trouve impuissant, et impuissant sexuellement et poétiquement, que ce livre, le livre des épodes, s'achève. Après les épodes, Horace surprend tout le monde avec les 3 premiers livres d'Odes, publiés, on pense, collectivement, en 23 avant Jésus-Christ. On n'aurait pas pu le voir venir, tant leur ton est différent de celui des précédents. Bien qu'une fois qu'on a lu les Odes, on peut voir les germes de leurs pensées déjà dans les poèmes intérieurs. Nous sommes maintenant en mesure de nous tourner enfin vers le centre de notre enquête, le 38e et dernier ode du premier livre des Odes d'Horace, vers un grand mystère. Quand est-ce que les roses sont-elles tardives? Tout d'abord, le poème. Persicos oditur apparatus, displicent nexae filira coronae, mite sectari rosa colocorum sera moretur. Simplici mirtoni la labor sedulus curo neque ministrum deducet mirtus neque me subarta vitae viventem. Je n'aime pas les ajouts perses, les additions perses, l'apparatus perse, jeune garçon, esclave. Les couronnes tisées du tiloul me déplaisent. Cesse de chercher l'endroit où la rose tardive t'attarde. Ne te donne pas la peine d'ajouter quoi que ce soit au simple myrte, je t'en prie, car le myrte convient à toi qui sers, à moi qui bois sous la vigne resserrée. Pardon, j'ai complètement raté la fin du poème que j'ai fait. À la fin, il faut renverser voilà, la partie un petit peu. Ça n'a pas de sens. Pardon, c'était vraiment. C'est le problème de nos mémoires quand ça fait voilà, les moines du Moyen-Âge dans le manuscrit. Dans l'ombre de l'exubérant hymne à la mort du Cléopâtre qui le précède, l'Ode 37 du premier livre, ce bref poème termine le premier livre d'Horace. Si Ode 37 est un dîner, et ce poème en dessert, alors il s'agit de ce que Hérodote décrit comme un dessert grec et non perse. Lors des fêtes perses, on voit en Hérodote, dit l'historien, en particulier lors des anniversaires auxquels le Perse aurait accordé une grande attention, les plats sont plus nombreux, les desserts qui suivent nombreux, et ils ne sont pas tous servis ensemble. Le mot d'Hérodote pour dessert, épiphorema, signifie littéralement ces choses qui l'on entase après. Et l'on pourrait imaginer, mais peut-être seulement si on est un peu seul comme les Perses, quel appareil ou les ajouts perses d'Horace pourraient traduire l'épiphorema d'Hérodote avec ad pour épi et paro, moublé fournir pour foreo, porter, aller chercher quelque part. Les meilleures roses sont perses, les roses les plus en avance aussi, mais alors même que les poèmes rejettent les festivités et les cours perses, ils jouent un jeu nettement perse. Le tir partit, tirant en retraite. Les maîtres clôturent le 12e poème du livre d'Horace avec Auguste, avatar de Mercure, qui nous protège des Perses. Il se termine cette ode avec Horace dans un repos à tous satisfait. Le poème n'est pas un symposium, mais un symposium manqué, car il n'y a qu'un seul buveur, un monoposiaste dans le vocabulaire technique. Les accoutrements demandés et rejetés permettent néanmoins des associations avec les symposiums. Le vin, bien sûr, le vin et les couronnes, mais aussi la composition spécifique des 3 couronnes. Deux couronnes, parce que Anacréon nous dit Athénée, je crois que j'ai ça sur le support du corps, peut-être pas, je ne sais pas. Donc Anacréon nous dit Athénée et d'autres, recommandé au symposiarque de porter 3 couronnes, 2 de rose, une 3e de naucratite, c'est-à-dire de myrte. Athénée cite des sources qui recommandent les couronnes de myrte pour éviter la gueule du bois. Donc théoriquement, vous pouvez essayer. Les garçons, pour servir Horace en grande quantité, sans que les poètes en ressentent les effets négatifs. Beaucoup de choses sont claires, mais beaucoup restent obscures. Quand, par exemple, ces poèmes est-il censé se dérouler? Quelle est, dans notre temps, sa saison dramatique?
Comme nous le verrons, cette question du moment choisi nous aide à comprendre ce qui est le plus en jeu dans ce poème. Un des plus doux et des plus séduisantes d'Horace, et les questions du timing se résument à une seule question: quand les roses sont-elles tardives? Donc, même si Kynagore a écrit un poème proche de l'époque d'Horace où les roses d'hiver en témoignage de l'âge d'or d'Auguste, et que ce poème serait particulièrement approprié après l'Ode à Cléopâtre, comme panégyrique, et s'il est également vrai que le prédécesseur de Cléopâtre, Ptolémée Philadelphe, avait organisé une procession spéciale à l'heure d'hiver avec des roses et des myrtes, il existe de nombreuses raisons de vouloir considérer les roses tardives comme appartenant non pas à l'hiver, mais à l'été. Donc, je vais sauter sur tout ça. Comme les notes Nisbet et Hubbard dans leurs commentaires sur Horace, les latins n'appelaient pas les roses d'hiver tardives, mais précoces. Les roses tardives apparaissent en été, tout comme les roses de Melitus et, plus impressionnant, de Praeneste, dit Pline, la plus tardive de toutes. Et bien que le myrte soit techniquement à fouille persistante, son association avec l'été est faite par Horace dans un autre ode, où le lierre est là pour le printemps, le myrte pour l'été ou l'automne, et les branches flétries pour l'hiver. Et voici Cléopâtre qui surpasse son ancêtre Ptolémée. J'ai ça quelque part. Peut-être je ne l'ai pas, pardon. Peut-être ici, voilà. Donc ça c'est bien. Ah non, pardon, je n'ai pas Cléopâtre, je dois simplement l'expliquer. Et voilà, Cléopâtre surpasse son ancêtre Ptolémée Philadelphe en convoquant Antoine en Silésie. Dit l'historien, les quatrièmes jours, dit-on, elle distribua des droits, s'élevant à un talent pour l'achat des roses, et le sol des salles à manger en était jonché sur une profondeur d'une coudée, c'est assez profonde, des roses, dont des festons en forme de filets entendus sur toute la surface. Cette rencontre en Silésie semble avoir eu lieu à la fin de l'été ou en automne. Et la prolifération des roses est donc extravagante, à la fois en elle-même et par rapport à la période de l'année. Le rejet par Horace d'une seule rose tardive dans ses poèmes est donc un rejet d'autant plus grand de l'extravagance de Cléopâtre, qui était le thème du poème précédent. Il ne peut être pas totalement différent que l'image d'Horace se représentant mouvant sol sur son art David puisse être un réprimande voilée en ce sens de ce que la source d'Athénée rapporte ensuite au sujet de la propre extravagance d'Antoine, à savoir qu'à Athènes, il avait agi comme Dionysus, il avait érigé un échafaudage à la vue de tous au-dessous du théâtre et couvert de rameaux verts comme les grottes construites pour le fête bacchique. Il y avait suspendu des tambourins, des fauves et d'autres bibelots dionysiaques de toutes sortes. La consommation solitaire d'Horace sous sa propre avec rien d'autre que de la simple myrte, et à l'opposé du spectacle public d'Antoine, tout comme son refus d'une seule rose tardive et une réprimande à la couverture de rose de Cléopâtre, un reproche qui se trouve peut-être aussi autour de l'ode à Pyrrha d'Horace, le 5e ode du livre, qui s'adresse à une femme qui détruit les hommes en les séduisant dans un lit des roses. Il est très tentant de voir Cléopâtre dans notre petit poème, et pas seulement pour la remarque d'Horace sur l'extravagance de Cléopâtre au niveau des roses. Parce qu'ici, on voit que les odes 37 s'ouvrent sur la phrase « Nunc est bibendum », qui adapte la célébration de la chute d'un tyran par Alcée. Il dit « Maintenant, il faut s'enivrer et boire de toutes ses forces, puisque Myrsilus est mort. » Donc, les odes 37 transforment Myrsilus d'Alcée en sa Cléopâtre. Mais pourrait-il également revenir dans le poème qui le suit, c'est-à-dire dans notre poème, sous la forme de myrte, Myrsilus, le tyran à Myrtus, avec laquelle Horace accomplira sa bouverie solitaire, peut-être même en tant que contrepartie solitaire de la réjouissance publique du poème précédent. La fixation d'Horace sur la myrte a un autre lien inconnu avec son ode à Cléopâtre. Cette ode 37 clôt en fait une grande arc narrative dans l'œuvre poétique d'Horace, qui s'étend de sa première épode jusqu'ici, l'avant-dernier poème de son premier livre d'ode. Dans la première épode, donc, le tout premier vers fait référence aux galères liborniens, ces bateaux sur lesquels Mécène, mais pas Horace, lui reste à la maison.
naviguera pour combattre Cléopâtre à Actium. Ces mêmes galères reviennent dans les dernières lignes des Odes de l'Ode 37, et pour la première fois depuis, fêtons la victoire d'Auguste dans cette même bataille. L'Ode à Cléopâtre, l'avant-dernière du premier livre des Odes d'Horace, ces poèmes se terminent sur le mot triompho, en référence au triomphe dans lequel Cléopâtre refuse d'être conduite des Touquis. On passe donc de la prière d'avant la bataille du premier épode aux célébrations qui la suivent. Cléopâtre, préférant la mort à être conduite en triomphe, lors d'un tel triomphe, Auguste avait porté une couronne de laurier. Et lorsque ce mot triomphaux est suivi immédiatement à la fin du poème 37, est suivi immédiatement au poème 38 par notre petit poème sur le myrte, il est tentant de voir ici une opposition entre la couronne du laurier du général triomphant, c'est-à-dire Auguste, et les couronnes du myrte portées lors d'une ovation, dit Plutarque, une sorte de sous-triomphe, un triomphe manqué, pour, entre autres, les victoires sans effusion du sang. Horace, qui est resté chez lui pendant la bataille, cesserait-il attribuer une couronne du myrte pour sa fête solitaire et non sanglante qu'est la victoire martiale d'Auguste? C'est ça la question. Et cette association du myrte d'Horace avec le triomphe d'Auguste, et à son tour avec l'arc narratif qui mène de la première épode à la fin du premier livre, est confirmée par un nouvel arc narratif qui relie la fin du premier et du troisième livre des Odes d'Horace. Laissez-moi juste trouver, les moments. Voilà, nouvelle. Voilà. Alors que le premier livre des Odes se termine par sa couronne de myrte, son troisième livre se termine dans cette dernière ligne, vous voyez ici, l'oro, se termine dans cette dernière par l'abandon de toute humilité par Horace. Horace, ici, est devenu le général triomphant avec le laurier. Cléopâtre, en poème 37 du premier livre, refusait d'être conduite en triomphe des Duci Triumpho. Dans les Odes 30 du livre 3, comme on a beaucoup noté, Horace se vante du fait qu'il a été le premier à avoir conduit des Duxis. On pourrait peut-être dire en triomphe, les mots de grec en vers italien. Horace accomplit donc dans son domaine encore plus peut-être qu'Auguste. Alors que les ambitions triomphales du princeps ont été frustrées par le suicide de Cléopâtre, Horace est capable de mener ses vers jusqu'au monument capitolin de sa propre conception. Et tout comme le général triomphant joue les rôles de Jupiter, son visage est peint en pourpre. Même s'il est cela qui le suit sur le char de Mirabel, qui n'est plus qu'un mortel, Horace peut être sur à la fin de sa collection lyrique, que son monument, sa monumentum, ne sera pas touché par les tempêtes, les vents, la pluie et les temps. Tous ces pouvoirs associés à Jupiter ne peuvent pas perturber la création du poète. Comme nous le verrons bientôt, il est également significatif que dans l'ode précédente, la dernière d'Horace à Mécène, le poète considère sa félicité comme intouchable, même par la puissance de Jupiter. Il vous semblera peut-être que nous nous sommes quelque peu éloignés de notre énigme, la question des roses tardives d'Horace. En fait, nous avons suivi les traces de la mémoire dans des passages que d'autres n'ont pas pris. Nous nous sommes arrivés maintenant dans le jardin de la rose, le jardin des mystères. Barbara Gould, chercheuse de faune, il y a près de 2 décennies, a noté que les poignées des roses présentes dans les œuvres d'Horace peut être rassemblées en un complexe symbolique propre à Horace en son temps. Ainsi, écrit-elle, Virgile intègre parfois la rose dans un environnement humain où lui fait vivre des émotions humaines, mais il ne fait jamais de la rose un symbole de la quête impossible des langues pour la perfection et l'intemporalité comme le fait Horace. Il s'intéresse beaucoup plus à ses propriétés naturelles. Il s'agit là d'un aperçu précieux. Pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à l'archéologie des symboles, il montre que Horace est une source littéraire possible pour l'idée de la rose comme point final d'une quête, comme but d'une œuvre littéraire, telle qu'elle deviendra dans la longue tradition qui s'attend des métamorphoses d'Apollo à la romance de la rose dit Guillaume de Loris et Jean de Meung. Pourtant, alors qu'Horace est plutôt friand des roses, ce n'est que dans le dernier poème du livre des Odes d'Horace et l'avant-dernier poème de son 3e livre qu'Horace fait littéralement allusion à la rose qui n'est pas de saison, à la rose de l'avant-vous de l'été.
Or, ces roses d'été réapparaissent de manière significative, mais un peu plus cachées dans cette avant-dernière ode de la collection. Et c'est dans ces poèmes que vous voyez sur l'écran. Ces poèmes, poème 29 du livre 3, clôt à sa manière la collection de 3 livres. Il est adressé, comme sa première ode, à Mécène, prince étrusque. Horace l'invite à laisser derrière lui les bruits, les odeurs et les affaires du Rhum pour rejoindre le poète. Il lui promet du vin, du parfum et des roses à profusion. Cela rassemble 2 choses qu'Horace avait pour lui tout seul dans le poème 38, le vin, le parfum, le myrte, est la seule chose qu'il n'y aura pas. La rose est ici rendue multiple. Mais quand de cette fête a-t-elle lieu? Les poèmes révèlent son contexte calendaire lentement mais sûrement. C'est ici, pardon, voilà. Ici, voilà. Lentement, Horace invite Mécène à quitter Rome et à rejoindre les roses du poète quand à ces moments où déjà le père flamboyant d'Andromède montre son sombre visage, où déjà Procyon se déchaîne et l'étoile du lion fou et le soleil apporte les jours secs. Nous traversons ici rapidement le mois de juillet, des chauds à encore plus chauds, et je ne vais pas noter, mais je vais passer sur les détails pour les dates précises, mais on voit qu'on se termine 29 juillet avec cette Stella Vessani Leonis, l'étoile de Lion complètement. Donc ici, on est où? C'est la Stella Regia, l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, annonçant les jours les plus chauds de l'année. Donc vous voyez, c'est précisément le de ce poème, c'est là où on voit les lions qui montent dans le ciel. On est à la fin de juillet, ça représente 23 juillet, 27 juillet, mais voilà, c'est à peu près la même chose pour le 22, pour le 30, etc. Cette saison est présente à l'esprit d'Horace à la fin de son 3e livre, puisque les poèmes précédents, 28, se déroulent le jour de la fête de Neptune. Comme Georges de Mézy l'a longuement exploré dans ses études sur les fêtes romaines d'été et d'automne, les Neptunes de cette fête, le 23 juillet, ces Neptunes non pas de la mer, mais de pluie et de rivière, existent pour soulager la chaleur de l'été. L'Ode à Neptune d'Horace voit le poète profiter tout seul de la fête avec une certaine idée, vraisemblablement une mérétrix. Ils chanteront ensemble les chants de Neptune, puis de Vénus, ce qui doit signifier des rapports sexuels, et le poème se termine par les chants bien mérités de la nuit, qui devaient être d'autant plus bienvenus que la saison était chaude. À l'inverse, à l'ordre trouvé à la fin du livre 1, nous passons donc au livre 3 de la célébration quasi solitaire du juillet. Horace et Oneslave engagement avec là un public, ici un public privé, une structure que j'ai lentement explorée dans mon livre sur les sphères solitaires dont Guillaume a parlé. En tout cas, l'été dans l'air est certains moments très spécifiques de l'été. Il n'est pas nécessaire qu'Horace ait eu l'esprit le même calendrier astrologique que celui que nous trouvons dans Columelle, mais si nous voyons, que je n'ai pas exploré, mais voilà, passé, mais si nous voyons la date 30 juillet, fin de juillet, derrière le 29e poème du 3e livre d'Horace, des liens très intéressants apparaissent et nous mènent à la dernière partie la plus importante. Car, le 30 juillet, dès l'an 101 avant notre ère, Quintus Lutatius Catulus, pas Catul, mais Catulus, Quintus Lutatius Catulus, juste avant d'entrer en lutte contre le Cimbri à Vercellae, avouait un temple attentu gentes hemera sequenes, la fortune de ce jour même. Un temple dédié à cette divinité, en latin fortuna quisque diei, fut ensuite consacré le 30 juillet, jour anniversaire de la victoire de Catulus. Ce jour fut donc célébré par la suite comme l'anniversaire du temple. Cet temple, cet Aides Catuli, est probablement le tholos du temple circulaire, connu sous le nom de temple B sur le Largo Argentina, rejoignant les autres tholos temples très spéciaux qui existent alors à Rome. Il semble avoir été le même temple décrit par Pline comme rempli par Lutatius Catulus des statues, ce qui en fait l'une des deux plus importantes collections d'art public de la ville de Rome de son époque. Et en son centre se trouvait l'image culturelle de la déesse elle-même, la Fortuna. Les chercheurs ont identifié des fragments, des fragments sculpturaux survivants avec cette icône. Le traitement le plus complet de cette divinité reste le doctorat d'état de Jacqueline Champeau, très regretté, qui est apparu en 1987. Bien qu'il existe des formes de fortuna au pouvoir plus globaux, fortuna quisque diei est à ce jour donné ce que le genius loci est à l'espace.
Tout comme chaque lieu a son propre esprit tutélaire, ce jour, peut-être chaque jour, pourrait, on dire, réagir par sa fortune individuelle. Ce que la fortune de ce jour implique, c'est que chaque jour peut bien être un nouveau coup de dé. La chance d'aujourd'hui, pourrions-nous dire, pourrait ne pas être celle d'hier ni celle de demain. Cette fortune, pourrions-nous dire, c'est aussi la pile, aussi mutable que Horace lui-même. Cette fortune est donc l'emblème parfait pour le poème qu'Horace a écrit le jour de la fête de cette déesse ou à proximité le lendemain. Car au cours de ce poème, c'est-à-dire le poème 39, se trouve, pardon, je vais juste voir où j'ai, pardon, c'est tac-tac, il faut juste voir fin, tac-tac, pardon, ici. Car au cours de ce poème, le poème 29, se trouve l'une des plus célèbres articulations du motif du Carpe Diem. Il est maître de lui-même, dit Horace, c'est lui qui peut dire chaque jour Vixi, j'ai vécu. Le sérieux dans ces poèmes constitue par la réflexion d'Horace sur la faiblesse de Jupiter. Horace affirme de manière brûlante que Jupiter ne peut inverser la félicité du présent. Mais il y a une déesse qui peut le faire, c'est Fortune. Contrairement à Jupiter, qui peut le faire, c'est que l'ours fugitive apporte une fois. Ainsi, ce poème, le poème 29 de livre 3, s'avère être un hymne à un thème le plus horatien de tout, la mutabilité. Ici, le pouvoir d'un jour d'être différent du suivant. Pouvoir dire à la fin de chaque journée, j'ai vécu ce jour, signifie quelque chose de différent chaque jour. Dans le développement de ce thème, l'archive du rituel du coup a un vote, mais pas un veto. Elle représente une invitation à l'interprétation plutôt qu'une fermeture de celle-ci. Le poème n'est pas une allégorie du culte de Fortuna Cuiusque Dei. Ce culte fait partie intégrante de son message poétique et aussi de la façon dont il articule sa place dans le programme poétique plus large d'Horace. D'une part, si le culte du temple est le temple de Fortuna Cuiusque Dei, il informe le poème 29, alors qu'il anticipe le premier substantif de l'autre 30. Pourquoi? Dans ce poème, le point 30 du livre 3, il dit que monumentum exegi, j'ai construit un monument qui va durer plus longtemps que les pyramides, etc. Mais c'est intéressant, parce que le complexe commémoratif construit par Quintus Lutatius Catullus sur le campus Marsus était connu des contemporains d'Horace comme le monumentum Catulli, le monument du Catullus, avec en son cours le Tolos, le temple séculaire de cette fortune. Ainsi, lorsque Horace affirme à la fin de son troisième livre qu'il a érigé un monument plus durable que les reins, il continue de s'appuyer sur l'association avec les monuments du Catullus. Peut-être aussi à l'héritage poétique de cette même Lutatius Catullus, car ce dernier était à sa manière un primus, un princeps dans l'histoire littéraire à Rome. Dans l'un des 12 seuls poèmes de Quintus Lutatius Catullus que nous possédons, il adapte une épigramme du Callimaque selon laquelle seule la moitié de son âme vit maintenant. Vous voyez ici sur l'écran. Pardon, vous voyez ici sur l'écran. Vit maintenant, l'autre moitié a été volée, que ce soit par l'amour ou par la mort, il ne sait pas. Les poèmes de Lutatius Catullus, qui empruntent des vers du Callimaque, jouent sur ce thème, et on voit que Horace prend tout ça, je vais passer par le détail, mais il prend une grande partie de son dernier poème, poème 30 du livre 3, de ces deux poèmes en grec et en latin. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Horace arrive à s'évader de la mort. Je vais passer sur un petit problème de la vie d'Horace que j'ai entamé dans un article qui a paru en article pour laisser plus de temps pour la question. Mais peut-être juste pour dire que ce qu'on voit à la fin du poème 30 est ce fait que Horace, par le biais de ses empreintes à Quintus Lutatius Catullus, qui a construit le monument qui était dont l'anniversaire était fêté le jour du poème 29 du troisième livre, c'est-à-dire le poème précédent, sur la fortune Cuiusque Dei, qui représente sur l'achèvement total de ce qui était ce trajet de la rose tardive du premier livre d'Horace, qui a représenté aussi une sorte de fin d'arc narrative qui a commencé dans les satires, mais aussi dans les podes. Donc, on voit une sorte du arc narratif qui entame tout le trajet, l'œuvre d'Horace. Mais on voit à la fin de cette 30e poème du troisième livre, cette image d'Horace qui échappe la mort, qui peut s'évader de Libatina, la déesse de la mort. Et c'est intéressant, parce qu'on voit que dans ces
deux derniers livres des Odes, la fin du livre possède une image de la morte ou de fait qu'on peut l'évader. Mais on voit aussi peut-être la même chose dans notre petit poème. Dans notre poème, il n'y a pas une mention explicite de la mort, mais elle se cache sous la surface. D'une part, il y a un intérêt intense pour le problème du temps et des saisons. Mais l'image d'Horace, le monoposiaste, l'homme qui boit seul avec un accompagnateur solitaire, les Slaves, évoque l'iconographie du totem mâle de plus tard, mais qui existait en littérature bien plus avant, le banquet des morts, si bien décrit par Catherine Dunbabin dans son travail. Les poèmes de clôture de chaque livre 1, 2 et 3, progressent ainsi. Le livre 1 se termine par des images qui évoquent le banquet des morts, le livre 2 par l'interdiction des rites funéraires, et le livre 3 par l'immortalité du poète. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de vie et de mort, mais aussi du type d'immortalité dont on peut jouir, qui sera le point final. Comme le temple Tholos du Monumentum Cthulhi, les odes 29 et 30 du livre 3 tournent autour du corpus d'Horace. Enfin, dans le dernier mot de ce poème, Horace fête le triomphe des ouvres depuis le premier ode, sous couronne de laurier après la couronne de lierre de sa première ode et la couronne de myrte de notre petit poème. L'ode 29 du livre 3, comme nous l'avons vu, marque cette récursion d'une manière très spécifique, par la figure du rose tardive que ce poème ne partage qu'avec notre petite ode dans le corpus d'Horace. Pris ensemble, c'est du poème, le dernier poème du livre 1 et l'avant-dernier poème du livre 3. Avec ces deux poèmes, les deux poèmes évoquent la représentation des trois grâces à Elis, qui a fait une forte impression sur Pausanias. L'une d'elles, dit-il, tient une rose, celle du milieu l'un dé, et la troisième une petite branche du myrte. Pour Pausanias, l'ensemble représente le jeune amour, la rose, le myrte pour Aphrodite et son amour maudit avec Adonis, le dé étant le jouet des jeunes gens et des jeunes filles qui n'ont rien de la laidure de la vieillesse. Si Horace visitait Elis, on peut penser que le dé pourrait représenter le motif du carpe diem affectionné tant Horace, le séducteur. Il rappellerait aussi la fortune de ces jours aussi indéterminée qu'Horace lui-même. On a un petit livre, je fais une petite publicité pour mon ami Charles Sénard, qui vient de publier un petit livre sur le carpe diem. Et on voit pourquoi on s'aime, c'est bien. On a dit le même coup. C'est ça drôle. Hein. On se confond sur le plein de jeu. Pas nous-mêmes, voilà, les autres. Pour conclure, j'aimerais nous rappeler d'où nous sommes partis. Ce poète, qui est né quelques semaines avant le solstice d'hiver et qui situe sa renaissance, que j'ai montré dans mon article, mais je n'ai pas assez du temps maintenant pour entamer ce sujet, mais qui situe sa renaissance en mars, le 15 de mars, le premier jour de mars, quelques semaines avant l'équinoxe du printemps. Ce poète voit le chemin de ces trois premiers livres d'Odes mener tout droit à la conquête de l'été. Ensuite, on se rappelle que les difficultés de l'été, une tradition si distincte depuis Homère, contribuent à crier la méchante, la némésis des premiers poèmes d'Horace, jusqu'à la conquête de l'été réalisée de plus en plus par ces trois premiers livres d'Odes. Comme l'a montré Marcel Détienne, c'était avec l'esprit de Marcel Détienne que j'ai commencé tout ce travail sur l'été en Horace, les jardins d'Adonis poussent sous l'étoile du chien. Non pas comme le pensent les phrasériens pour favoriser la fécondité, mais par contre pour démontrer l'imbrication de la superfertilité et la stérilité. Comme le dieu l'a montré, Adonis, les semences plantées sous le soleil du Sirius poussent vite, puis meurent, sans fruit, sans issue. La sorcière Canidia apparaît comme le dernier orateur et le vainqueur des satyres et des épodes. Grâce à ces odes, enfin, Horace apprend à maîtriser même la chaleur débilitante de la canicule et la structure des livres les montre clairement. De l'humilité sans rose qui termine notre petit poème, le premier livre d'Odes, à l'exubérance parsemée des roses qui termine les Odes 3. Horace et Mécène ne laissent pas d'enfants. Trop friands du soleil, ils sont, contrairement à la loi julienne d'Auguste, aussi stériles qu'Adonis et ses jardins. Mais ils ne sont pas pour autant égoïstes, car ils laissent derrière eux, au moins pour Horace, des délices aussi élevés que ceux-ci, le monument du mot d'Horace. Derrière cette progression, il y a une structure gigantomachique, mais je n'ai pas assez du temps pour décrire toute cette partie gigantomachique de ces poèmes. Mais juste peut-être
pour finir, je pourrais marquer que malheureusement, je ne suis pas la première personne à remarquer les corrélations de cette romance intériorisée d'Horace et le rose. Ce crédit appartient à un poète de l'Angleterre du XVIIe siècle, Abraham Cowley, un poète néo-latin aussi très important, et aussi en anglais. Son poème The Epicure s'appuie sur Horace pour améliorer l'anacréontique de Étienne en France. Il vainque la mort en ne succombant pas que du jour présent. Underneath, j'ai la traduction pour vous, underneath this myrtle shade, on flowery beds supinely laid, with odorous oils my head overflowing, and around it roses growing. What should I do but drink away the heat and troubles of the day? In this more than kingly state, love himself shall on me wait. Ceci est très naturel pour Cowley. Pour lui, nous sommes dans l'été d'Horace, servi par l'ultime puère, peut-être le puère de notre même poème, les garçons mystérieux des myrtes, comme dans notre poème, comme celle d'Abraham Cowley. Mais il suggère autre chose, que cette petite puère, l'esclave d'Horace, n'est rien d'autre que Cupidon, le dieu de l'amour, Eros, qui le sert dans cette grande mission de vaincre la canicule et de conquérir la chaleur, l'été et tous les problèmes de stérilité sexuelle, poétique qui sont avec ça associés. Merci beaucoup.